Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi dans une famille où le ballet était roi. Vous avez fait un pas de côté en décidant de devenir comédienne. À un âge où vous avez largement dépassé celui de la retraite, vous demeurez néanmoins et plus que jamais dans la danse. Bonjour Francine Berger. Bonjour Jacques Pessis. C'est vrai. Dans la danse quand même, Oui, plus mais dans enfin, le théâtre. Dans le théâtre, oui, mais en même temps dans la Je danse. bouge encore un petit peu, mais pas beaucoup. Non, écoutez, en tout cas, vous avez un parcours incroyable qu'on va évoquer à l'occasion de la sortie d'un film et puis après un festival d'Avignon où vous avez brillé une fois de plus. Donc, le principe des clés d'une vie, c'est de raconter le parcours de quelqu'un à travers les dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est une date, hélas triste pour vous, c'est le 19 juillet 1966. Écoutez. 1900 On détruit un immeuble, celui de Oh. Tabarin. Et c'est vrai que Tabarin, c'est un musical légendaire de Paris. Et c'est une dernière soirée où toutes les stars étaient venues. On vient d'entendre un extrait avec les 3 coups frappés par Marcel Achard. Il y a une plaque aujourd'hui. Et celui qui est à l'origine du bal Tabarin, c'est votre père, Marcel Berger. Oui, enfin, pas tout à fait quand même. C'est-à-dire, c'est Pierre Sandrini qui avait racheté le bal Tabarin. Qui était Et- un musical au départ. C'était un bal. Oui. C'était un bal. Et quand il l'a racheté, ça continuait à être un bal. Et puis, il y avait des attractions. Puis ça lui suffisait pas, il voulait autre chose. Et du coup, il a appelé son copain de l'opéra, car ils avaient été petits rats ensemble à l'opéra. Et mon père aussi avait quitté l'opéra pour devenir le seul partenaire français de Anna Pavlova. Grande star du ballet russe. C'était la danseuse du début du XXe siècle. Oui, tout à fait. Vraiment. Et donc ils étaient partis tous les deux avec une partenaire parcourir le monde avec un numéro de danse. Et il a appelé papa pour qu'à Tabarin il y ait une revue avec des ballets, avec des danseuses qui savaient vraiment danser et qui faisaient les pointes. Et donc ils ont collaboré à toutes les revues. Donc Pierre c'est lui qui avait les idées de on va faire telle chose. Il faisait la mise en scène ensemble et papa faisait les chorégraphies. Voilà. Et votre père, effectivement, avait été à l'opéra et il y a eu des défilés de mode, il y a eu des chorégraphies extraordinaires avec une machinerie qui était une machinerie totalement nouvelle pour l'époque et qui existe encore aujourd'hui dans d'autres lieux. Bah, je sais pas où ça existe, mais Aux États-Unis. Il y avait peut-être, mais là, il y avait des choses qui venaient des sous-sols, des gratte-ciel, des chevaux cabrés qui tournaient. Il y avait des trucs qui descendaient du plafond, des ballons, des manèges. Il y avait des escaliers qui venaient il y avait des ouvertures sur le côté qui étaient parfois cachées par des rideaux et d'autres fois, il y avait des grands ponts qui étaient des escaliers. Enfin, c'était fou, quoi. Ça a été le grand Et je lieu. m'en souviens parce que je l'ai vu, moi. Oui, vous avez vécu. C'était le grand lieu de la fête parisienne. On s'asseyait sur des tables, on voyait ce spectacle. C'était un cabaret. On peut dire que c'est un cabaret musical. Voilà, qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'équivalent de ce lieu Je avec crois autant de pas. splendeur. Je crois pas. Et d'ailleurs, le plus important dans ce lieu, c'était un ballet sur cette musique. Le French Cancan, Ouais. c'est vrai que le French Cancan, c'était la tradition du Moulin Rouge, mais aussi du bal Tabarin. Ouais. Et je crois que, en fait, c'est l'ancien quadrille. Hein. Oui, quadrille natural. Ça s'appelait le quadrille naturaliste. Ah, ça, je savais pas. Et en fait, quand les Anglais ont entendu ça, ils ont dit c'est une danse française qui fait du bruit. C'est comme ça que c'est devenu le French Cancan. Ah, French Cancan, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que c'est votre père qui a réglé ce ballet. Absolument. Absolument, puis organisé pour que ce soit pas c'était un chahut, vous faites le quadrille, le cancan, c'était un chahut. Oui. Pour que ça soit un chahut, mais organisé. Il se trouve que dans ce lieu, il y a Jacques Tati qui a fait ses débuts dans un numéro de mime. Absolument. Et à l'époque, Absolument, c'était et il y pas. a des films. Oui. Et c'est vrai qu'on voit Jacques Tati faisant un numéro de mime bien avant le cinéma. Oui, et moi je m'en souviens de ça, il faisait le joueur de tennis, Exactement. sans raquette. Et sa première fan, je ne sais pas si vous le savez, Francine Berger, c'était Colette, qui écrivait des articles sur lui, dithyrambiques, en disant « ce jeune homme ira loin ». Ah bah, elle avait du nez. Mais elle venait à Tabarin, elle a écrit des articles sur Tabarin aussi. Exactement. Alors, votre père était danseur, vous êtes d'une famille de danseurs, donc la logique, Francine Berger, c'était que vous deveniez un jour ou l'autre danseuse. Absolument, puis il n'y avait pas le choix. Hein. Oui.
Donc ça a commencé par des cours de danse. Alors, ça a commencé par des cours de danse. Oui, voilà. Moi, j'étais pas très fan, hein. Franchement. Je trouvais que c'était très dur, que ça faisait mal. Et puis, ma mère a décidé un jour que pour des danseuses... Vraiment, moi, je sais pas ce que je fais ici, hein, franchement. Enfin, elle a décidé que pour des danseurs, il faudrait prendre des cours de théâtre. Oui. Donc, de fil en aiguille, j'ai fini par entrer à la rue Blanche. Au conservatoire. J'avais pas envie non plus, Oui. parce que j'étais trop timide, mais ça marchait bien. Et puis, c'était je trouvais ça beaucoup moins fatigant que la danse. Et puis, c'était une manière d'échapper aux cours de danse, parce que je disais, bon, je finis à 5 heures, mais j'ai des répétitions pour le spectacle. Je vais pas encore, en plus, aller prendre un cours de danse. Donc, petit à petit, j'ai abandonné la danse pour le théâtre. Et puis, ça marchait bien. Mais ça n'a pas fait plaisir à votre père, Francine Berger, car je crois que c'était la 4e ou 5e génération de danseurs. Absolument, absolument. Mais en même temps, bon, il était assez cool, mon père. Il voyait que ça marchait bien. Ce qu'il voulait, surtout, pourquoi ils avaient fait ça, c'est parce que à cette époque, on transmettait son métier à ses enfants. Donc leur métier, c'était la danse, donc ils transmettaient la danse à leurs enfants pour qu'ils puissent gagner leur vie, pour qu'ils puissent vivre. Les études, ça comptait pas chez nous. C'était le métier, le travail. Et puis, quand il a vu que le théâtre, ça marchait bien, bon, bah, il a été rassuré quand même. Voilà, mais en même temps, vous aviez un problème avec la danse, c'est que vous étiez grande et il aurait fallu un grand partenaire, Francine Berger. Oui, parce que 1m70 plus 20 cm de pied, ça fait déjà 1m90. Pour que le partenaire soit un peu plus grand, c'était un peu compliqué. Pourtant, à l'opéra, effectivement, si on est trop grand ou pas assez grand, on ne vous prend pas. Je crois, oui, il faut correspondre à des critères assez précis. Et au Lido, ou comme à Tabarin, c'est 1m75 pour être danseuse. Moi, j'ai travaillé un jour avec les filles du Lido, j'étais la plus petite. Oui, à 1m70. Et vous avez dansé au Lido ? Non, je les ai accompagnés sur un tournage de film. Je crois qu'il manquait quelqu'un et j'ai remplacé ce quelqu'un dans un film. Je ne sais même plus ce que c'est que ce film. Alors, finalement, le théâtre, ça s'est bien passé puisque vous êtes sortie, Francine Berger, du conservatoire avec un premier prix de tragédie. Oui, monsieur. C'est venu comment, ça ? En fait, vous savez, les emplois étaient très... Enfin, c'est quand je voulais faire une incidence sur la danse, c'est que maintenant, il n'y a pas de trop grande, trop petite, trop maigre et de trop gros. Tout le monde peut danser. Ça a énormément changé. Mais à l'époque, j'avais toutes les qualités d'une danseuse classique et c'est vrai, j'étais trop grande. Mais aujourd'hui, ça n'aurait posé aucun problème. Bien sûr. Alors, pour le théâtre, j'étais d'une timidité qui faisait de moi une ingénue. Mais une ingénue ne mesurait pas 1m70. Pour jouer les ingénues, pour dire le petit chat est mort, il fallait être petite. Donc j'avais une espèce d'emploi, puisque déjà un peu hybride, un peu pas tout à fait une jeune fille, pas tout à fait une ingénue. Alors, comme j'étais grande, on m'a donné les ingénues de tragédie. Aricie, Junie, Attalide, et ça se passait pas mal. Et du coup, on m'a collé une étiquette de tragédienne. J'ai pris de l'assurance, j'ai concouru en tragédie. On était 2 ou 3, hein. C'est pas très glorieux mon premier prix, franchement. Mais vous l'avez eu et je l'ai eu quand même. Et vous êtes rentrée à la Comédie Française. Et je suis rentrée à la Comédie Française. Et je me suis demandé pourquoi on m'avait engagée à la Comédie Française, parce que je faisais rien. Rien. Pas grand-chose, des petits trucs. J'avais 3 phrases à dire dans Phèdre, je crois. Non, dans Phèdre, quand même, je jouais la suivante d'Aricie. Oui. C'était... Non, je jouais Aricie. Oui. Non, je jouais Aricie quand même. Mais alors, c'était un spectacle qui a été descendu par la critique. Et on a très, très peu joué. À part ça, je faisais des suivantes de grandes tragédiennes comme Thérèse Marnet. Voilà. Je disais 3 phrases dans comment s'appelle cette pièce de Molière où il répète. Oui. Enfin bref, c'était un intermède oui. Dans la critique. Alors j'avais un rôle dans la critique de l'école des femmes qui était pas mal. Vous étiez dans des chœurs aussi. Oui, c'est-à-dire que je faisais une des grandes Eumenides qui n'avait plus que 3 phrases
dans Électre de Jean Giraudoux. Et au bout d'un an, enfin même avant, j'avais connu par mon amie Elisabeth Alain Barsac, la fille d'André Barsac. Son père était venu me voir avec Jean Anouilh et il me propose de partir en tournée avec l'Hurluberlu. Alors je suis partie. J'ai même été virée de la Comédie Française. Ah bon, pourquoi? Alors, j'ai été virée... Non, j'ai rien fait de mal. Hein. Ouais, ça ne m'étonne pas de vous. J'ai été virée parce qu'ils ont perdu l'Odéon. Ils ont dénoncé tous les contrats de pensionnaires. Je crois que je suis allée voir Louis Seigné pour savoir un peu si j'allais être réengagée ou pas. Et c'était pas très encourageant. On m'a proposé ça. Je suis partie. Et vous avez eu raison, car vous avez fait bien d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 16 avril 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec Francine Berger. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Francine Berger, un long parcours, 60 années de carrière au théâtre et vous continuez au cinéma, notamment avec Le Grand Chariot, un film qui sort demain, dont on va parler tout à l'heure. Et on a parlé de vos débuts, danseuse, puis la Comédie Française pendant 1 an, et puis à la télévision, le 16 avril 1965. Écoutez. Rocambole, vous êtes la belle jardinière dans la 3e saison de ce feuilleton mythique avec Pierre Vernier et Jean Topard. Oui. Vous êtes une méchante qui enlève un prince russe. Oui. Comment vous êtes retrouvée dans cette aventure? Alors, en 1963, représentant la France au Festival de Cannes, Les Abysses, de Nico Papatakis, où ma sœur et moi, on jouait 2 filles épouvantables. C'était l'histoire des sœurs Papin, qui assassinaient leur patron. À partir de là, la petite jeune première qui était, on savait pas trop, mais qui était presque un bébé, c'est devenue une grande méchante. Donc on ne me proposait plus que des grandes méchantes. Donc, comme j'avais acquis quand même une petite notoriété, eh ben, il y avait une grande méchante à distribuer dans Rocambole. C'est à moi qu'on a pensé. Voilà. Alors, par exemple, j'étais très amie avec Marie Dubois. Marie, elle jouait les gentilles, et moi, je jouais les méchantes. Et c'est vrai que vous avez un accent russe très dur et vous êtes une personne épouvantable dans cette série face à Pierre Vernier. Ah, j'ai l'accent russe, oui. Je ne me souvenais plus du tout. Si. C'est vrai? Et ce feuilleton est devenu mythique. En plus, il est passé et repassé. Oui. On vous en parlait, on vous reconnaissait? Oui. Alors, surtout les enfants, parce que mes parents avaient une petite maison dans un village en Provence, et ils me couraient après en disant « La belle jardinière, la belle jardinière !» Et c'est vrai que ça passait à 19h45 avec une chaîne de télévision et tout le monde regardait Rocambole. Alors, il se trouve que vous parlez de Nikos Papatakis, ça a été, et on l'a un peu oublié, le fondateur d'un club qui s'appelait la Rose Rouge. Absolument. Où ont débuté les frères Jacques et beaucoup d'autres. Et Juliette Gréco, il a été très important dans la carrière de Juliette Gréco. Et comment vous l'avez rencontré? Eh ben, encore une fois, Elisabeth Alain Barsac, son père, donc André Barsac, le directeur du théâtre de l'Atelier, avait pour assistant Claude Régis. Claude Régis était ami avec Papatakis, qui cherchait 2 actrices. Alors, il y avait des actrices un peu connues qui avaient refusé. Je crois que Nicole Courcelles avait refusé. Huguette Hue, dont personne ne se souvient, qui était une fantastique actrice, avait refusé parce qu'on ne le connaissait pas. Il avait une réputation un peu bizarre. Et Claude Régis lui parle de moi. Donc je le rencontre et il me dit tout de suite, il paraît que vous avez une sœur qui est comédienne. Ah ben, je dis oui, j'ai une sœur qui est comédienne. On va chercher ma sœur qui tournait un truc pour la télévision à Tour Eiffel. Et on va dans un studio passer des essais pour Nico. C'était des trucs complètement hystériques et tout ça. Moi, je rentrais là-dedans assez facilement. Pas trop pourquoi. Ma sœur, c'était beaucoup plus difficile. Voyant qu'elle ne se décoinçait pas, je lui donne une gifle monumentale. Elle se met à pleurer. Il filme tout ça.
il finit de filmer, il dit « je vous engage ». C'est extraordinaire. Ce destin est incroyable parce que quand on voit votre parcours en 60 ans de carrière, Francine Berger, vous avez touché à tous les genres. C'est-à-dire que notamment la télévision, ça a débuté par Othello avec Claude Barma au début de la télévision. C'était les bulles Chaumont, c'était le couloir de la mort où les jeunes comédiennes cherchaient du travail. Oui. C'était pas évident. Oui, bah, je sais pas. Là, franchement, c'était en quelle année, ça? 60. En 62, oui. Moi, j'avais pas fait grand-chose encore en 60. Et vous commencez par Othello, quand même, avec Claude Barma. Ouais, ça, je sais pas du tout comment c'est arrivé. J'ai aucun souvenir, ni d'audition, ni de... Je sais pas. Et il y avait la caméra explore le temps, de Stelio Lorenzi et Alain Decaux et c'était plus tard. Oui, vous avez fait la conspiration de 5 mars. Absolument. Contre Richelieu. Absolument. Mais là aussi, c'est des tournages qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. C'était du tournage et du direct. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous allez parler de Gaspard Desmontagnes, oui. qui était le même réalisateur que Rocambole, oui. Mais on est resté 2 mois du côté de Clermont-Ferrand, là, d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, et quand il pleuvait, ben, on attendait. On n'était pas pressé comme maintenant. C'était... Mais les tournages, la caméra explore le temps, c'était à la fois tourné et en direct. Absolument. Et d'ailleurs, Othello, ça avait été à la fois tourné film, tourné sur un autre support, là, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un autre support, et du direct. Et il mixait tout ça au moment de la diffusion. Ça, je ne sais pas comment il faisait. Et tourner là-dedans, c'était pas facile pour une débutante, pour une jeune femme timide. Il fallait être dans le bain. Écoutez, j'ai fait une rencontre extraordinaire, là. C'était Daniel Sorano. Il était tellement gentil. Il était tellement attentif que c'est passé comme ça. Parce que Daniel Sorano, faut pas l'oublier, un soir de Noël passe Cyrano de Bergerac, et du jour au lendemain, alors c'était Noël, il est devenu une star de la télévision. Ouais. C'est un très grand acteur. Qui a disparu trop tôt. Oui. Et il vous a donné des conseils, il vous a appris quelque chose? Non, pas du tout. Non. Mais il vous a soutenu et vous avez... Il était là, il était gentil, il était... J'ai pas le souvenir... Et Jean Topard, qui était aussi un acteur extraordinaire et qui était très inquiétant quand on le voyait à l'image, c'était aussi un type absolument adorable. J'avais l'impression d'être avec des copains que je connaissais depuis toujours. Jean Topard, qui était Sir Williams dans Rocambole, mais qui Absolument. est aussi connu des enfants d'aujourd'hui parce qu'il a fait Ulysse 31, il a été à la voix d'Ulysse 31, et donc les enfants d'aujourd'hui connaissent la voix de Jean Topard. Ah bon? C'est extraordinaire. Il avait une voix extraordinaire. La télévision, c'était pas votre but premier au départ, Francine Berger? J'avais aucun but, je voulais pas faire de théâtre. Et ma mère m'a forcé à faire du théâtre. Et je les remercie tous les deux, hein. Vraiment. Mais vous avez fait de la télévision à toutes les époques et des rôles très différents parce qu'il y a aussi bien Othello que Clara Scheller, que Famille d'accueil ou sertérès.com. Oui. Comment on passe d'un genre à un autre? Comment on se retrouve dans je vais vous dire, je suis pas une actrice, je suis une comédienne. Je crois que je sais la différence. Je suis un porte-manteau, je suis vide, on me donne le costume et je fais. Mais à toutes... Et c'est ça que j'aime. Oui, mais à toutes les époques. C'est-à-dire, vous êtes passé de la jeune première à la grand-mère sans problème, parce que Clara Scheller ou sertérès.com, c'est pas Othello. Non, mais... C'est-à-dire, vous voulez dire, d'une certaine manière, je passais des grands classiques aux choses... Oui, aux choses plus joyeuses et contemporaines. Heureusement que j'ai pu le faire, parce que sinon... Oui, mais pas beaucoup de gens le font, pas beaucoup de comédiens le font, oui. Vous croyez? Ah oui, chacun est dans son petit rôle et vous avez touché à tous les rôles. Au contraire, moi j'aime changer, moi j'aime me déguiser, j'aime mettre des perruques, j'aime faire semblant de ne pas avoir de cheveux. C'est ça qui est rigolo. C'est ça, mais vous avez tourné aussi bien avec Michel Wynne qu'avec Nina Companès, qu'avec Marcel Bluval. Vous avez été une pionnière de la télévision. Ah bah mince alors, autre chose. Mais oui, c'est vrai, non? Ça fait drôle. Mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. Enfin, disons que les pionniers qui étaient mes amis, ils sont plus là. Oui, et vous êtes Moi, là... je reste pionnière. Avec votre énergie. Et vous êtes adapté à chaque fois, à chaque personnage? Comment ça se passait? Ben oui. Enfin, c'est pour ça qu'on me paye. Oui. Je vais dire, je sais pas, mais... Mais il faut le faire, c'est pas si courant. Il y a même eu la dernière série des 5 dernières minutes où vous êtes dans les 5 dernières minutes. Oui. Oui.
C'est ça aussi. À chaque fois, on vous appelle, on sait que vous êtes l'une des rares à pouvoir jouer ça. Bah, vous savez, vous me demandez comment ça se fait que je suis dans le film de Philippe Garrel. J'ai tourné avec lui il y a 20 ans. On va en parler tout à l'heure, ça. Mais je voulais vous dire un truc c'est que dans ce film que j'ai fait il y a 20 ans, le rôle qu'il m'a proposé, il était extrêmement difficile. C'était un petit rôle, mais il était très très difficile. Et je lui dis, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile? Il dit, c'est pour ça que je voulais demander. Voilà. Bon. Je sais pas. Mais vous avez fait une carrière longue et discrète et rarissime, parce que des comédiennes qui, 60 ans après leur début, continuent à être sur les plateaux, à la télévision ou au cinéma ou au théâtre, c'est plutôt rare, Francine Berger. Ah bon? Oui. Mais moi, quelqu'un m'avait dit, je sais plus qui, que l'important c'était de durer. Alors je dure. Eh bien, continuez comme ça. Et vous avez duré, et il y a eu certains moments importants, comme cette date du 23 mai 2016. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Francine Berger. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Francine Berger. Nous parlerons tout à l'heure de ce film qui sort demain, Le Grand Chariot, un film de Philippe Garrel. Mais j'en reviens à votre carrière. Donc on a vu vos débuts de danseuse, vos débuts de comédienne, 60 ans de carrière. Vous savez quand même que j'ai dansé le French Cancan, on l'a pas dit, mais je suis très fière de ça. Oui. J'ai dansé le French Cancan au Moulin Rouge. Au Moulin Rouge. Au Moulin Rouge. À quelle époque, à vos débuts? En 1956, j'avais 18 ans. Et comment vous êtes arrivé là-dedans? Papa était au Moulin Rouge, Oui. après Thébarin, Oui. logique, il Oui. était au Moulin Rouge. Moi, j'étais rue Blanche. Et un jour, il me dit, j'habitais encore chez eux, chez mes parents, et il me dit, il y a une fille qui est malade, il faut que tu la remplaces ce soir. Bon, et voilà. Et vous avez... Moi, j'étais... Alors tout d'un coup, cancaneuse, vous allez me dire, c'est encore un autre. Et ben, j'étais ravie, je m'éclatais. Alors que j'étais pleine de timidité quand j'étais à la rue Blanche le matin à travailler mes Julie, mes Aricie et autres. Et vous auriez pu continuer à danser finalement. J'aurais pu, mais comme ça marchait bien, comédienne, ça marchait bien. C'est quand même... Je serais plus là comme danseuse. Hein. Non, mais en tout cas, vous êtes là comme comédienne. Et il y a eu des moments importants. Le 23 mai 2016, j'en parlais. Ce jour-là, vous êtes nommé au Molière pour une pièce qui s'appelle Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. Car vous avez joué Liliane Bettencourt au théâtre. Absolument. Ça, c'est un événement, c'est étonnant. Absolument. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on m'a fait une perruque, évidemment. Oui. Et la première fois que j'ai vu ma photo avec la perruque, j'ai dit, mais attends, c'est moi, ça? Non, c'est une... Ça, c'est quand même les gens qui travaillent avec nous, c'est-à-dire le perruquier et la maquilleuse, c'est quand même eux, quoi. C'était fantastique. Alors, Liliane Bettencourt était encore vivante, il y avait eu toute l'histoire avec François-Marie Bagné. Oui. Comment est née cette pièce et comment vous êtes arrivé là-dedans? Alors... Ça n'a rien à voir, mais il faut quand même vous dire que j'ai joué la première pièce de Jean-Marie Bagné. François-Marie Bagné, oui. François-Marie Bagné, pardon. Oui, il y a des années et des années, quand il débutait... En 1974. Voilà, il débutait, il était très ami avec Isabelle Adjani à l'époque. Ah bon? Oui. Ah oui, ça, je ne savais pas. Alors, comment c'est né? C'est né d'un projet entre Christian Scaretti, qui était directeur du TNP, et Michel Vinavert, qui était un de nos plus grands auteurs contemporains vivants. Alors, pourquoi ils ont... Parce que je crois que Michel était passionné par cette relation, qui effectivement est passionnante. Donc il a tout lu sur ce qu'on pouvait lire, sur les articles de journaux, tout. Le scandale Bettencourt, l'affaire François-Marie Bagné, tout. Les déclarations, les enregistrements, les minutes du procès, enfin tout. Et avec ce matériau, il a écrit une pièce, mais qui n'est faite pratiquement que de choses qui ont vraiment été dites. Il y a extrêmement peu de fiction, de choses personnelles et d'imagination. Donc, il écrit cette pièce... 17 personnages, je crois. Il la donne à lire à Scaretti, qui dit,
Même avant qu'elle soit écrite, je crois qu'il a dit « je la monte ». Parce qu'il avait déjà monté des pièces de Winawer. Il avait beaucoup d'admiration pour le travail de Winawer. Je crois qu'avant qu'elle soit écrite, il a dit « je la monte ». Quand elle a été finie, il a dit encore « je la monte ». Bon. Évidemment, il fallait trouver quelqu'un pour jouer Liliane Bettencourt. Et moi, j'avais passé pas mal de temps dans le comité de sélection des fictions à Radio France, à côté d'un monsieur qui, voilà, son nom m'échappe, Jean-Pierre Jourdain, Oui. qui était directeur artistique du TNP et avec qui je m'entendais très très bien, avec qui j'avais dit que j'avais envie de travailler avec Schiaretti, et c'est lui qui a parlé de moi avec Schiaretti. Schiaretti qui est très réticent pour rencontrer des personnes nouvelles. Finalement, il s'est laissé convaincre, on s'est rencontrés. Alors j'adore le coup de fil, premier coup de fil, Christian Schiaretti, voilà, du TNP. Alors voilà, j'ai du travail à vous proposer. Ouais, content de mais c'est pas le rôle principal, hein, c'est une pièce chorale. Voilà, c'est une pièce sur l'affaire Bettencourt, ça s'appelle Bettencourt Boulevard. C'est pour jouer Madame Bettencourt. Ah, a priori, ça m'intéresse. Oui. Donc je lis la pièce, je suis très emballée par la pièce. Et c'est comme ça que ça s'est fait, voilà. Mais vous avez, vous aussi, travaillé, étudié l'affaire Bettencourt, et qu'a dit la famille? Alors, j'ai été intéressée comme ça, hein, mais surtout parce que j'avais connu, moi, Bagné. Donc ça m'intéressait quand même de dire, il monte les échelons, là, ouais. Quand même. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Et donc, vous lisez la pièce, vous êtes engagé. Oui. Et vous allez la jouer, mais est-ce que François-Marie Bagné ou Liliane Bettencourt, ou la famille Bettencourt, car Liliane Bettencourt était encore vivante, oui. Est-ce qu'ils ont réagi? À ce moment-là, pas du tout. C'est étonnant. La pièce a été revue par, je crois que c'est Richard Malka. Parce que tout ça, ça vient un peu de Mediapart. Oui. Le journal, comment il s'appelle le journal? Mediapart. Mediapart, oui. c'est Oui. ça, oui. Tout ça, ça vient un peu, Edoui Plenel, Mediapart, ça vient un peu de là. Et leur avocat, c'est Richard Malka, je crois. C'est ça, oui. Et je crois que Richard Malka a tout revu pour que ce soit inattaquable. Donc, il pouvait rien dire. Et alors, il paraîtrait, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y avait Éric Woerth, qui n'était pas tellement mal représenté, mais il paraîtrait, le bruit court, qu'il serait venu et qu'il serait scandalisé et qu'il aurait dit c'est une honte. Et je sais pas. On ne sait pas qui est venu, qui n'est pas venu, je ne sais pas. Mais en tout cas, la pièce est déroulée. Ni Bagné, ni la famille Bettencourt ne vous a jamais fait la moindre remarque. J'ai regretté parce que moi, je pensais que ça allait faire vraiment... Puis alors, il y a des choses scandaleuses. Parce que le père de Liliane Bettencourt, je peux le dire, c'est dans la pièce, c'est connu, était un antisémite qui a fait des déclarations, mais absolument scandaleuses. Et... il y avait 3 amis, il y a longtemps, c'était... alors, il y avait François Mitterrand, François Deloncle, qui était directeur de L'Oréal en Amérique, et le 3e, c'était le mari, c'était André Bettencourt. Exactement. Donc moi, je pensais que d'apprendre des choses comme ça, ça allait le faire... Eh bien, rien du tout. Une nomination Molière qui s'est ajoutée à d'autres prix. Vous avez commencé en 70 avec un prix du syndicat de la critique pour Bérénice. Oui, que j'avais complètement oublié, mais dont je suis très fière. Voilà. Vous avez reçu un brigadier d'honneur en 2018. Là aussi, je suis très très fière. Et puis il y a le cinéma, parce que finalement, il y a eu le théâtre avec beaucoup de pièces. Une nomination Molière, 3 nominations Molière, je crois. Oui, mais tout raté à chaque fois. Ça vous fait de la peine? J'aurais bien aimé la voir, le patron. On a encore du temps, peut-être. Hein. Je sais pas. Et puis le cinéma. Alors le cinéma, curieusement, vous avez démarré avec Jean Renoir dans un rôle de soubrette. Oh là là, ça alors, vous êtes très fort. Héléna et les hommes. Vous êtes très fort. On était toutes les deux. Alors là, je peux vous raconter comment ça s'est fait. On n'était pas comédiennes ni l'une ni l'autre,
Mais on habitait avenue Frochot au 5, et au 7, c'était l'immeuble de la famille Renoir. Oui. Et donc, Jean, quand il était en France, il habitait au 7 avenue Frochot. Et mes parents étaient très amis avec Pierre Renoir et sa femme Lisa Renoir. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et Jean a dit à ma mère, voilà, je vais tourner un film, il y a des petites soubrettes, est-ce que vous seriez d'accord pour que Francine et Colette jouent les petites soubrettes chez Rosa la Rose, qui était Doradol, voilà. Et nous, on était ravis. Et j'ai gardé nos enveloppes où on avait notre paye. C'était des petites enveloppes en papier craft dans lesquelles on avait 2500 francs par jour. C'est-à-dire c'était 25 francs, hein, Oui. après nous. Hein. Et puis il y avait cachet 2500, sécurité sociale 250. Et basta. Et oui, c'était une belle époque. Et puis, il y a un autre film qui a marqué votre carrière. Voici la bande-annonce. Je regarde là, mais non, il n'y a rien. Monsieur Klein, car vous Ah oui. vous êtes tombée amoureuse d'Alain Delon dans le film, alors que généralement c'est le contraire, Francine Verger. Comment ça s'est passé, ça? Ah oui, là aussi, c'est une histoire un petit peu marrante. Margot Capelier, bon, La reine du casting. voilà, la première, Oui. et qui avait vraiment une fonction, puisque c'est elle qui présentait les acteurs français aux réalisateurs étrangers, et Lauzet était un étranger. Elle m'aimait bien, elle me téléphone et elle me dit voilà, Francine, je veux que vous rencontriez Joseph Lauzet. Ah ben, je dis non, moi je veux pas. Ah, mais pourquoi? Je dis non, mais moi, rencontrer les gens, moi je suis rien dans la vie, je joue une pièce en ce moment, j'aimerais bien qu'ils viennent me voir. C'est la pièce de Bagné, justement. Ouais. Ah, elle me dit, vous êtes vraiment une emmerdeuse, je vous donne son numéro de téléphone, débrouillez-vous avec lui. Vous vous rendez compte, hein. Maintenant, il faut passer par 40 000 filtres. Enfin, bon. Donc, je téléphone à Lauzet, je suis un peu impressionné quand même. Et il dit, mais pourquoi vous voulez pas me voir? Et je lui dis ce que je vous dis à vous, et je lui dis, voilà, je suis en train de jouer. Là, vous allez me voir mon travail, mais dans la vie, moi, je suis rien, je suis pas... puis j'ai pas envie de faire la danse du ventre pour vous... voilà. En fait, il me voyait pour le rôle que Jeanne Moreau a joué. Et puis il me dit, adorable, vraiment. Il me dit, écoutez, je vous comprends très bien, j'ai été acteur, je sais ce que c'est, je n'ai pas le temps. Mes soirées sont avec des producteurs pour trouver de l'argent. Je vous demande vraiment de venir me voir. Tout ça en anglais, hein, Ouais. parce qu'il fallait parler anglais. Alors là, évidemment, je l'ai rencontré. On avait un sujet de conversation. Et quelque temps après, il m'a dit... Il n'y avait pas d'audition. Hein. Je n'ai pas connu, moi, ces histoires de lecture, de casting et de machin comme ça. Et quelque temps après, j'ai eu un coup de fil en me disant, voilà, il vous propose de jouer le rôle de Nicole, mais pas le rôle de... Voilà. Et vous êtes retrouvé face à Alain Delon. Et j'avais un trac. Comment ça s'est passé face à Delon, Francine Verger? Ça s'est pas bien passé, en fait. J'avais tellement peur que j'étais toute figée et que... Alors, il était extraordinaire, Lauzet, parce qu'en fait, il fait une répétition, une prise. Il m'a rien dit, on a continué, et puis à peu près au milieu du tournage, il m'a dit, j'ai un grand service. Vous vous rendez compte, là, j'ai un grand service à vous demander. Est-ce qu'on pourrait retourner la première scène? J'ai dit, mais merci. Merci. J'avais tellement peur. Pour moi, c'était une énorme production. Joseph Lauzet, Alain Delon, j'étais tétanisée. Et Delon, il s'est comporté comment? Parfaitement bien. J'ai tourné 3 fois avec lui. Il a toujours été un peu distant, mais d'une exquise politesse, très, très grand seigneur, très baise-main et tout. Enfin, très... Oui, non, et finalement, dans le film Vous tombez amoureuse d'Alain Delon, on ne peut être que fasciné par cet homme. En fait, c'est mon amant. Oui. Et je me venge. C'est moi qui le dénonce. Parce que je le vois avec la petite.
Ouais. Petite Juliette Berthaud. Bien sûr. Donc c'est un film qui laisse de grands souvenirs, qui est entré dans la légende. Je sais pas si c'est rentré dans la légende, mais c'était... C'est marrant parce que moi, j'avais l'impression de rien faire. Ouais. Mais quand je me vois, je me dis, oh, j'étais vachement bien quand même. Ouais. J'arrive à me voir, vous savez, j'arrive à me détacher de moi, me trouver jolie et me trouver très bien. Mais j'avais l'impression, ce moment, que je faisais rien. Eh ben, écoutez, vous continuez à en faire beaucoup et on en parle à travers une autre date, le 13 septembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Francine Berger. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Francine Berger, 60 ans de carrière, la danse, la comédie française, le trapèze, trapèze aussi. Mais oui, Vous avez fait du j'ai trapèze. fait du trapèze, j'ai même fait du trapèze dans un spectacle. Le gala de l'Union des artistes, non? Alors, j'ai fait le gala de l'Union des artistes, j'ai pas fait de trapèze, j'ai fait la perche et la corde. Mais dans un spectacle, j'ai fait du trapèze. C'est fou, hein. Et aujourd'hui encore, vous continuez, puisque demain, le 13 septembre 2023, sort un film, Le Grand Chariot, réalisé par Philippe Garrel. Et c'est un film de famille, puisque tous les enfants Garrel sont au scénario. Et vous vous retrouvez, vous aussi, dans ce film, dans le rôle de la grand-mère. Absolument. Parce que c'est Philippe Garrel que vous avez connu il y a bien des années. Il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années. Vous avez tourné avec lui. J'ai tourné avec lui dans un film qui s'appelle Sauvage Innocence. Et puis, il vous a rappelé comme ça, est-ce que vous voulez... Voilà. Vous avez une carrière incroyable. Il y a des gens qui cherchent des tas de choses. Vous, ça arrive... Ah bah, vous savez, alors, j'ai des trous de cinéma. En 2016, j'ai tourné avec Tony Marshall. J'avais pas tourné depuis 13 ans, je crois. Oui. Et depuis 2016, j'ai pas tourné. J'ai tourné en 2022. Bon, j'ai tourné 2 choses l'année dernière, mais vous voyez, c'est une drôle de carrière en dents de scie. Alors, le Grand Chariot, au départ, c'est une troupe de marionnettistes et de marionnettes. Absolument. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'était une très belle histoire. Maurice Garrel, le papa de Philippe, était marionnettiste au départ et avait pour meilleur ami, qui était d'ailleurs le parrain de Philippe, Alain Recoing, qui était un grand marionnettiste. Philippe a eu 3 enfants, Louis, Esther et Léna, et Alain a eu 2 enfants, dont l'un est Aurélien Recoing, qui joue le père des 3 enfants dans le film, et Éloi Recoing, qui est aussi un grand marionnettiste, qui était le coach marionnette, qui est aussi un traducteur. Et il y avait, dans l'entourage, il n'y avait pas de grand-mère. Pourquoi il a pensé à moi? J'en sais rien. Il le sait peut-être pas lui-même. Et moi, ma famille aussi, elle a un peu une histoire comme ça. Mais moi, tout le monde est mort. Donc vous imaginez à quel point ça m'a touchée de rentrer dans cette famille qui est encore très vivante, où ils ont plein d'avenir. Alors, c'est un film, justement, avec des histoires de marionnettistes, parce que les marionnettistes, on en parle peu au cinéma, alors qu'ils sont très actifs. Est-ce qu'ils sont très actifs? J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est pas aussi une profession un petit peu... qui disparaît un petit peu. Écoutez, tous les étés, sur les plages de France, il y a des guignols qui viennent 2 fois par semaine et qui affichent complet. Au Jardin du Luxembourg, il y a Francis-Claude de Sartis qui a pris la relève de son père avec le guignol du Luxembourg, qui affiche complet le dimanche et le mercredi, avec des spectacles depuis 50 ans. Donc, ça intéresse encore les enfants, guignols. Mais on n'en parle pas, c'est pas médiatisé du tout. Voilà. Et la compagnie de marionnettes de cette famille, elle n'est pas très florissante. Elle a beaucoup de mal. C'est-à-dire que le père meurt d'une attaque, il laisse ses enfants seuls, c'est ça l'histoire. Il laisse les enfants seuls, et le fils va vers le théâtre, et ça se délite. Et après, je vous raconte pas la fin, parce que... Non, mais surtout, je crois que la grand-mère, c'est vous fabriquez les poupées des marionnettes. Moi, je fais les poupées, les costumes. Voilà. Et toutes les poupées qui sont dans le film sont des poupées anciennes, qui sont des poupées historiques. C'est pas des
c'est pas des marionnettes modernes. Oui, et mais d'ailleurs, je vois au Jardin du Luxembourg, il y a un petit film qui montre dans le Guignol que les marionnettes sont conservées dans des sacs, dans des casiers, c'est vraiment protégé en permanence. Très attention parce que c'est fragile. Et vous êtes vous avez un peu enquêté sur le monde des marionnettes avant de jouer le rôle. Vous avez été voir Guignol, Non, parce que j'ai plutôt j'ai plutôt regardé les marionnettes, je les ai regardées répéter, je les ai regardées travailler, j'ai demandé des choses à Éloi, mais j'avais pas des choses à faire qui avaient vraiment un rapport avec le travail des marionnettes. Alors, il y a une chanson de Christophe qu'on connaît, c'est Les Marionnettes. Il y en a une autre aussi de Pierre Bachelet, beaucoup plus récente, qui symbolise justement cet univers. Mais dis-moi tout, marionnettiste, je défie seul à mon destin. Pierre Bachelet qu'on regrette, qui était le sosie de Jacques Brel, et quand il arrivait dans certains cabarets en province le soir, « Ah, monsieur Brel, il y a longtemps qu'on vous a pas vu. » C'était assez drôle. Alors, c'est aussi un film sur les rapports fraternels, ce film, Francine Berger. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous touche, les rapports fraternels, oui. Particulièrement. Vous savez, moi j'avais une sœur et... Elle n'est plus là. Voilà, et c'est pas rigolo. Voilà. Et ce film, d'ailleurs, qui sort en France, a déjà obtenu un ours d'argent de la meilleure réalisation au Festival de Berlin. Absolument. Et c'est ainsi. Alors qu'on en parle peu, finalement, parce que Philippe Garrel, il est issu de la Nouvelle Vague, finalement. Absolument, oui, oui. Et c'est l'un des derniers réalisateurs français indépendants. Absolument, oui, oui. C'est assez rare, ce genre de choses, aujourd'hui, un réalisateur indépendant. Oui, mais c'est comme ça maintenant. Alors, lui, il a sa carrière derrière lui. Il a fait énormément de choses. Il a eu énormément de prix. C'est quelqu'un qui compte dans le cinéma français. Donc, il peut continuer à travailler. Il a commencé en même temps que Truffaut, avec peut-être moins de médiatisation. Je pense qu'il a été moins médiatisé. Oui. Mais en même temps, là, encore une fois, ce sont des films d'auteur, et on vous appelle aussi, c'est encourageant qu'on continue à vous appeler. Oui, c'est formidable. Vous savez, il y a eu Gisèle Cadatsu, il y a eu Denise Gray, il y a eu Daniel Darieux, maintenant il y a Francine Berger. Oui, ça serait bien. C'est vrai que il y a un boulevard qui s'ouvre pour vous, pour ce genre. J'espère, j'aimerais bien, moi. Alors, il y a ce film, mais il y a aussi le théâtre, car cet été, vous êtes allé au Festival d'Avignon. Vous avez joué La brève liaison de maman, une pièce américaine de Richard Greenberg. Là aussi, c'est une chose importante pour vous, car vous avez traduit cette comédie. Oui, c'est une aventure, alors, qui a duré 7 ans et demi. J'ai des amis qui sont profs d'anglais, qui reviennent de New York, où ils ont été pris par la pluie, devant la grande librairie théâtrale dont je ne sais plus le nom. Ils rentrent, ils voient ça, le bouquin, ils l'achètent et me le donnent en disant « C'est votre prochain Molière ». Bon, ça, je crois, ça m'étonnerait. Et je lis la pièce, qu'ils n'avaient même pas lue. J'ai un coup de foudre. J'adore cette pièce. Et le personnage, alors, peut-être pas tout de suite, mais très vite me fait penser à ma mère. Alors, on cherche, on n'y connaît pas grand-chose, on en parle à Nicolas Auvray, qui est le directeur de la Comédie de Picardie, qui très vite est avec nous pour monter le spectacle, il ne peut pas le monter entièrement. On ne trouve pas quelqu'un pour la traduire, et moi je dis, si on essayait de le faire nous-mêmes, moi je suis à moitié américaine par ma mère, eux sont profs d'anglais, et je me dis, c'est intéressant, ça fera travailler mes neurones, parce qu'il faut faire attention quand on est vieux, que les neurones ne s'endorment pas trop. Donc on a fait ce travail de traduction qui était passionnant, et de fil en aiguille, de rebuffade, d'enthousiasme, d'aventure. On a joué cet été à Avignon. Voilà. C'est une pièce totalement déjantée. Une famille juive à New York, la mère qui n'en finit pas de mourir, des jumeaux homosexuels, une fille qui lit l'histoire de l'Holocauste à son fils pour l'endormir, et vous qui avez un amant qui vous parle de la Grande Dépression, sauf pour les plutocrates. On est dans le délire complet. Là, c'est pas. Moi, je trouve ça normal. Oui. Oui.
Et donc, vous vous êtes retrouvé à Avignon. Alors, vous avez connu Avignon, je crois, en 1966 avec Richard III pour la première fois. Absolument. Ça a beaucoup changé. Première fois que le Festival d'Avignon sortait de la cour d'honneur. Le lieu qui a été utilisé n'a plus jamais été utilisé, et Dieu sait s'il y a des lieux qui sont utilisés. C'était encore il n'y avait pas de off à cette époque-là avec du in, c'était un praticable devant le palais du vice-légat, qui est un très très beau musée Renaissance, Moyen-Âge, très très beau musée. Et on entendait tout, les voitures, les avions, les bateaux sur le Rhône, c'est épouvantable. Mais c'était, oui, la première fois que et c'était Michel Auclair qui jouait Richard III, et il y avait Nadine Alary. Il y a une très très belle distribution. Et donc, vous revenez presque 60 ans plus tard au Festival d'Avignon. Non, mais j'en ai fait entre-temps. Oui, mais ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que le off... c'est... Comment on fait pour justement... Je crois que vous étiez dans un théâtre qui s'appelle le Louvre, c'est ça? Le Petit Louvre. Le Petit Louvre. Faut attirer les gens, faut tracter, faut... Moi, je tracte pas. Oui. Mes copains... Oh bah non, je suis trop vieille pour tracter. Mais c'est un univers fabuleux. Moi, franchement, j'aime pas ça. Oui. Vous préférez le temps où Villard était là. Moi, j'aime pas ça parce que... Alors, il se passe des choses intéressantes, les gens viennent... Les gens, ils aiment le théâtre pour venir là, quand même. Mais moi j'aime pas ça. Pour moi, c'est trop. C'est trop, et plus de 1500 spectacles. Pas dire du mal, mais j'aime pas ça. Et vous avez réussi quand même à avoir du public tous les jours. Ah bah oui, heureusement. Et en même temps avec une pièce, et c'est ça qui est extraordinaire, le rythme de la pièce est particulier car les personnages changent de place en permanence. Dans cette pièce. C'est un rythme particulier, cette pièce, a écrit le metteur en scène. C'est très particulier. Il faut... Ah non, c'est pas ça. C'est parce que... c'est parce que ça change de lieu tout le temps. Voilà. Voilà, ça passe de l'hôpital à l'appartement, à la maison de retraite, à Central Park, Oui. C'est compliqué. À l'aéroport. Oui, c'est compliqué. Mais cette pièce, vous avez envie de la remonter maintenant à Paris parce que... moi, j'aimerais bien la jouer. Oui, vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime mes partenaires, j'aime le rôle. J'aurais très envie de la rejouer. Mais vous aimez votre métier par-dessus tout, Non, je déteste ça, c'est ma drogue. C'est une drogue? Ah oui, c'est une drogue. C'est le truc qu'on n'aime pas, mais dont on peut pas se passer. Exactement. Et vous avez joué aussi au Festival d'Avignon une pièce d'Audiberti, qui était un roman d'Audiberti adapté par Marcel Maréchal qui s'appelait La Poupée, je crois. Absolument. Oui. Avec ma sœur. Voilà. Alors là, cette année, toute la cour d'honneur était pour Marcel Maréchal. Donc on a joué La Poupée. On a joué Hölderlin de Peter Weiss avec ma sœur aussi. Et aussi dans La Poupée, il faut que je raconte un truc parce que j'adore, c'est Pierre Arditi, qui a beaucoup travaillé avec Maréchal, oui, qui jouait Joséphine Baker avec un collant résille noir et une ceinture de banane. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait faire un truc comme ça maintenant? C'est impossible. Impossible. Il débutait, il n'en parle pas beaucoup de ce rôle, non, Pierre Arditi? Comment? Il n'en parle pas beaucoup de ce rôle, Arditi. Mais non, mais parce que lui, ça l'a moins frappé que moi, parce que moi, ça m'a frappé. Je l'oublierai jamais. On ne peut pas oublier ce genre d'image. Mais en même temps, Audiberti, c'était le grand copain de Claude Nougaro, Nougaro le rencontrait, jeune journaliste, il interviewait Simone de Beauvoir au Flore. Audiberti était à côté, il était seul, il commence à parler. Audiberti a dîné chez ses parents, il est resté 1 an chez les parents de Claude Nougaro, à dormir dans le lit de la grand-mère. Ah là là, je savais pas ça. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte le parcours que vous avez fait, que vous faites? Non, je ne me rends pas compte. Parce que tous les gens vous me le dites, je vous crois. Tous les gens dont vous parlez sont entrés dans la légende. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et quel est votre secret d'éternelle jeunesse? Ah, c'est du boulot, hein. Oh, c'est du boulot. Je peux vous dire que c'est du boulot. Ça se fait pas comme ça. Non, justement. Quel est ce secret? Faut pas lâcher. Faut toujours avoir un projet de plus? Vous êtes plein de projets maintenant? Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Moi, vous savez, j'ai été élevée comme une danseuse. Donc, je travaille mon corps. Quand je dois jouer, je travaille ma voix. Je travaille, quoi. Je bosse. Je suis
pas comment dire, je bosse. Eh ben, ça vous réussit plutôt. Continuez, ne changez rien. Merci. Le Grand Chariot sort sur les écrans, ce film de Philippe Garrel où vous jouez une joyeuse grand-mère. Merci Francine Berger. Merci à vous, Jacques. Continuez, ne changez rien. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.